À tous. Donc avant de me lancer dans la présentation de la solution, je vais revenir sur la création de Refluent. Donc comme présenté par Valérie, ça fait, maintenant 8 ans que je suis, dans le domaine du luxe seconde main en ligne. Donc j'ai commencé, dans cette industrie, dans ce space il y a 8 ans, en lançant ma marketplace de seconde main, basée à Singapour et pour l'audience Southeast Asia. Et c'est à travers en fait cette première expérience, cette longue expérience que j'ai été confrontée au challenge que Julia a d'ailleurs fait référence du marché de seconde main, qui sont évidemment le fait que l'assortiment est très large mais très peu profond, et donc toute l'opération, la digitalisation de chacune des pièces est extrêmement coûteuse, extrêmement longue et finalement très peu scalable, puisque une fois que la pièce est vendue, c'est fini et tous ces efforts en fait de prise de photos, de listing, euh, voilà, sont terminés. Donc ça, c'était mon premier gros challenge. Le deuxième sont évidemment, et Didier en a parlé, l'authenticité, donc toute la partie contrefaçon. Comment assurer en tant que marketplace le fait qu'on vende des produits authentifiés et pas contrefaits. Et finalement, le troisième gros challenge aussi de ces marketplaces, le fait que, et je vais bouger ceci, pardon, je suis désolée. Euh, le fait qu'en tant que marketplace, on a une acquisition double, puisque on a l'acquisition des clientes qui revendent et puis l'acquisition des clientes des acheteuses. Donc, en termes marketing et en termes d'efforts de créer en fait l'attraction et le network, c'est une double complexité par rapport à un modèle traditionnel. Puisqu'on ne contrôle pas le supply et on est toujours après finalement cette croissance d'assortiment et qu'on investit énormément de marketing là-dedans. Donc d'un côté, j'étais confrontée à ces challenges-là et de l'autre, la réalisation que finalement, il y avait aussi lié au fait que le seconde main et le première main étaient dissociés, disconnectés, le fait que les marques aussi perdaient une opportunité énorme sur ce marché, puisqu'on parle de leurs propres produits qui sont revendus sur ce marché. Et donc, leurs clients achètent finalement cette pièce et revendent cette pièce à travers deux expériences complètement disconnectées, disjointes, avec des expériences complètement différentes finalement. Et dans laquelle la marque n'a aucun contrôle, n'a aucune vue et n'a aucune prise de pouvoir, en tout cas, sur l'expérience que leurs propres clients sont en train d'expérimenter à travers la revente. Et d'autant plus, et ça, je pense que Didier en a parlé aussi, sur la partie data, puisque les marques et les retailers n'ont pas de vue non plus sur tout ce qui se passe post-achat. Donc, comment est-ce que nos clients, donc les clients des marques ou des retailers, utilisent, interagissent avec leurs produits, au bout de combien de temps est-ce que ces produits sont revendus et qui les achète. Donc finalement, en voyant en fait cette inefficacité liée au fait que le seconde main et le première main travaillent en silo, et donc les difficultés que j'ai été confrontée en tant que marketplace, mais aussi l'opportunité perdue des marques, c'est de là qu'est vraiment né Refluent. Okay, donc Refluent, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui intègre et qui connecte les marques, les retailers avec le marché de seconde main. Donc, on apporte aux marques et aux retailers Resale as a Service, leur permettant de connecter leurs propres clients avec le marché de seconde main et en apportant à leurs clients la possibilité de remettre en vente en un clic leurs achats passés. Alors, comment est-ce que ça marche? Avant de vous expliquer très concrètement, donc nous sommes connectés ou nous nous intégrons dans l'écosystème de la marque
Et de l'autre côté, nous sommes intégrés sur 25 différentes marketplaces autour du monde. Donc des marketplaces aux États-Unis, en Asie et en Europe, qui permet une couverture globale aux marques qui voudraient offrir ce service à leur clientèle worldwide. Donc, comment est-ce que ça fonctionne très concrètement? Notre modèle, en fait, permet aux marques et aux retailers de retain, donc de garder, en fait, de créer un loyalty tool pour garder leurs clients dans leur écosystème et de générer des repeat sales. Comment est-ce que ça se passe? Le shopper vient acheter, par exemple, son sac Balenciaga chez Balenciaga. 6 mois plus tard, voudrait le revendre parce qu'elle se rend compte qu'elle n'en a pas assez d'usage ou voilà, à spotter un nouveau sac de la nouvelle collection et voudrait pouvoir se l'acheter, mais ne veut pas s'acheter cette nouvelle pièce en ayant acheté un sac Balenciaga 6 mois avant. Donc, revient sur son compte client et là, elle retrouve tous ses achats historiques. Donc, aujourd'hui, tous les retailers online ont un historique d'achat de leurs clients où leurs clients peuvent aller suivre leurs achats précédents. Et là, il y a un bouton « Je revends ». Donc, quand la cliente clique « Revends », nous capturons toutes les informations qui ont été, par exemple, créées sur ce sac Gucci. Donc, la photo, la description, le matériel, la taille aussi de cette pièce. Et nous complétons le listing, donc les informations de ce produit, avec des informations que la cliente va aussi compléter. Et une fois cela terminé, nous allons lister la pièce sur les 20 différentes marketplaces de façon simultanée. Donc, non seulement la cliente aura mis en vente sa pièce en quelques clics, mais en plus, la qualité de son listing sera incomparable puisque on va aller sourcer les informations déjà pré-enregistrées par la marque. Donc, une description qui n'est pas maladroite, sans faute d'orthographe, les détails des matériaux, de la taille exacte, peut-être des détails sur la partie sustainability. Donc, c'est vraiment à la marque ou au retailer de choisir. Mais en tout cas, la description sera extrêmement complète et donc la partie listing et le process de revente sera extrêmement simplifié pour la cliente. Mais en plus de ça, à partir du moment en fait où on a intégré dans le back-end du retailer ou de la marque, on sait aussi certifier que cette cliente est bien cliente chez vous et donc a bien acheté à un moment T cette pièce qu'elle est en train de revendre. Alors évidemment, c'est bulletproof à partir du moment où il y a aussi un identifiant physique sur la pièce où on peut connecter, en tout cas combiner l'identifiant digital et l'identifiant physique. Stéphanie, Oui. nous avons déjà des questions, donc je vais peut-être la reformuler. Alors, elle a été posée comme ça: quels sont vos critères pour choisir une marque pour faire partie de Reflaunt? Peut-être, quels sont vos critères en termes de segmentation? Est-ce que vous positionnez plus luxe, plus est-ce qu'il y a un écosystème que vous privilégiez? Un Ouais. secteur que vous privilégiez? Alors, on a commencé avec des marques et des retailers plutôt de luxe ou en tout cas premium. Mais en fait, on s'est rendu compte que on voulait brosser beaucoup plus large, donc offrir ce service, en tout cas aux marques qui ont de l'attraction sur le marché de seconde main. Ça peut être du streetwear comme Nike, qui, par exemple, se vend extrêmement bien sur le marché de seconde main et qui a un énorme marché. Bash, avec lequel on a lancé il y a quelques mois, qui aussi voilà, se vend extrêmement bien sur le marché de seconde main. Donc, on va plutôt regarder en fait la popularité du produit et de sa capacité à être revendu sur ce marché secondaire que plutôt la position pricing de la pièce. Après, les modèles, et c'est un peu les slides suivants, les modèles que nous offront
vont être différents d'une marque à une autre. C'est-à-dire que nous offrons pas les mêmes services pour une marque de luxe que pour une marque voilà, plutôt mid-tier, quoi. Mmh. Et je vais expliquer pourquoi aussi sur le slide suivant. Très Euh, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était celle-là pour l'instant. Très bien, Voilà. très clair. N'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment notre modèle de base et je termine juste sur les bienfaits du modèle parce que je n'ai pas encore expliqué en fait la partie gagnante en fait pour la marque, mais je termine juste sur le client. Donc on a parlé de simplification du listing, meilleure qualité du listing, pas authenticité, mais en tout cas traçabilité et meilleur trust autour de cette pièce, puisqu'on arrive à tracer l'origine de cette pièce. Et finalement, le fait que cette pièce n'est pas vendue sur une marketplace, mais est vendue sur 20 différentes marketplaces. Donc là, on signe des marketplaces tous les mois, en tout cas tous les trimestres. Et là, on va atteindre 25 marketplaces, donc plus ou moins 50 millions de clients de façon agrégée en calculant en fait la clientèle de chacune de ces marketplaces. Donc, on vient de signer une énorme marketplace en Chine. Donc voilà, donc en termes de sell-through, évidemment, c'est autre chose que de vendre sur une seule marketplace si on a voilà, des eyeballs de 20, des clientèles de 20 différentes marketplaces. Une fois que la pièce a été listée, le client d'une de ces marketplaces vient, achète cette pièce et la vente est conclue. La vendeuse initiale, donc le shopper ici, reçoit son bordereau d'envoi ou reçoit une notification pour organiser son pick-up avec DHL ou FedEx et la pièce est envoyée à la marketplace et puis ensuite au shopper second-hand. Une fois que cette transaction est conclue, donc le shopper reçoit la possibilité d'être payé soit en cash, soit en bon d'achat pour racheter de nouveau chez le retailer. On a certains clients, certains retailers qui ont décidé de n'offrir que la possibilité de paiement en shopping credit, mais ce n'est pas quelque chose que nous préconisons, puisque les avantages du service et bien sûr de convertir la valeur qui est créée sur le marché de seconde main en réachat, mais aussi ça a un effet très vertueux sur le comportement d'achat de première main. Donc, je m'explique. À partir du moment où vos clients savent que vous leur apportez de la liquidité dans la garde-robe, qu'elles peuvent revendre très facilement leurs produits, elles vont favoriser des achats avec vous plutôt que chez vos compétiteurs, déjà de 1. De 2, elles vont avoir aussi un comportement d'achat un peu différent puisqu'elles vont intégrer dans cette décision d'achat le fait qu'elles peuvent revendre et donc capturer une valeur résiduelle si jamais elles n'ont pas porté suffisamment cette pièce ou si elles se sont trompées et que finalement elles veulent la revendre et qu'elles ne peuvent pas retourner cette pièce. Donc on va aussi assister à un upselling effect où elles vont considérer des pièces peut-être plus timeless, mais peut-être aussi plus chères, qui voilà, vont durer dans le temps et leur permettre aussi la revente ultérieure. 2 Euh, autres questions, si je puis oui, me permettre. allez-y. Alors if I understand, alors c'est en anglais, mais tu réponds comme tu veux en anglais ou en français. If I understand well, for the solution to work well, retailers need to have a full history of their product details. Okay, so I'm going to answer in English. So yeah, not really. So I'll get to that afterwards when I explain the other services. But to answer your question, for our base model, so this very low touch, fully digital business model and circular model, yes, it's much better if you have all the pieces that are already existing digitally, because that's part of the service is to facilitate and ease the whole resale process. So part of the value add for the customer is to already have the pictures in place and the description, etc. However, we
all know that we don't live in a perfect world and that history doesn't always exist. So we do have, like, for example, with Bash, a mix of products. So from time to time, just the title of the product exists, but the whole description and the initial price at which it was purchased, the pictures don't exist. So there's a bit of more work and effort that needs to be done by the customer. But then she still benefits from the fact that she can resell in one go, basically, the product on 25 different marketplaces, and benefits from the fact that she can be paid in shopping credits, again, with the retailer. So sometimes it has to be a bit of a hybrid and a mix between what the retailer has in terms of historic, and can't go back too far back in terms of digitalization. That's one part of the answer. Now, the second part of the answer is that we do have, for high-end and luxury brands, what we call the VIP service. So I'll get to that afterwards. It's the concierge service that will allow customers to ask for a pickup of their items or a drop-off in-store of their items, where Reflaunt will actually digitalize the products for them and then add them in their account. So it's one step more than what was just presented. There's that step of digitalization, and of course, operationally, it's much more heavy, it's much less efficient, but we do provide that for more high-end brands. So that's a bit the answer. The final answer would just to say, we do have brands and retailers who haven't digitalized that well or haven't kept the history, but that are doing that as of now. And it's still, an investment for the future, where their customers in 6 months from now will be able to start reselling from their accounts. Superbe, thanks. D'autres questions, Stéphanie, en français. Donc, est-il possible pour une marque d'encourager aussi la mise en vente de son produit sur sa propre plateforme de seconde main? Bien sûr, ouais. Alors, tout à fait. Je vais y venir. Tu viens? OK. Oui, je vais y venir. Alors, est-ce que j'ai terminé là-dessus? Je te laisse finir, on posera les questions à la fin alors. Non, pas de souci. C'est bien que tu me poses des questions comme ça, et puis je les parque et j'y reviens. Donc, juste pour terminer sur le modèle, vous l'aurez compris, c'est une façon pour la marque, en fait, de créer un modèle intégré, un customer journey intégré, où elle garde le contrôle et l'ownership sur la partie revente. Donc, tout d'un coup, en fait, le customer journey est étendu, en fait, à la partie revente. Donc, non seulement elle capture toute la data et la compréhension de ses propres clientes par rapport à l'usage qu'elles font de leurs pièces achetées chez vous, mais en plus de ça, elle capture la valeur qui est créée sur le marché secondaire pour finalement reconvertir cette valeur en réachat. Donc, c'est un outil de fidélisation et aussi un outil qui vous permet aussi de créer des nouvelles opportunités de communication, de nouveaux touchpoints pour la ramener chez vous, puisque à chaque fois qu'elle va revendre et qu'elle va se mettre à cette activité-là, elle va revenir sur son compte client qui est avec vous, et ça va vous donner évidemment maintes opportunités marketing pour créer une nouvelle relation avec elle, avec la cliente. Donc, je viens à votre question, Valérie. Donc, nous avons en fait déployé autour de ce premier service et notre technologie 2 autres services complémentaires. Donc, le Resell Smart Button, c'est vraiment ce que je vous ai présenté juste avant. Donc, c'est, vous l'aurez compris, très low touch, très efficace. Évidemment, finalement, c'est le service qui va permettre aux clients de capturer un maximum de valeur, okay, puisqu'il n'y aura pas de frais opérationnels et la pièce sera envoyée qu'à partir du moment où elle est vendue. Donc ça, c'est le premier service.
Le deuxième service qui vient compléter en fait ce service, c'est le service White Glove, donc de conciergerie qu'on a déployé pour Balenciaga et qui permet aux clientes de Balenciaga de faire un pick-up ou un drop-off des pièces qu'elles voudraient vendre de cette marque. Donc pour des retailers, l'avantage, c'est que leurs clients peuvent vendre n'importe quelle marque, donc au-delà de juste les achats faits chez ce retailer-là. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Et je vais vous faire une petite démo après. Le client, à travers le microsite ou son compte avec la marque, va organiser son pick-up ou va informer à quel moment elle va venir en magasin avec ses pièces, les déposer. Et ensuite, Refluent vient, collectionne les pièces, les ramène à notre entrepôt, on les digitalise et on les rajoute à la garde-robe digitale dans le compte client de la marque et de la cliente, les pièces digitalisées. Et ensuite, le parcours est exactement idem que pour le Resell Smart Button, c'est-à-dire que les pièces sont revendues sur notre réseau de 25 marketplaces et une fois que la pièce est revendue, elle peut choisir entre le cash ou des bons d'achat chez la marque pour acheter chez la marque. On me pose la question, Stéphanie, si Vinted pourrait faire partie de votre marketplace partenaire, en fait, sachant que vous êtes quand même plutôt positionné luxe, high-end. Est-ce que c'est dans votre scope ou pas du tout? Si, tout à fait. En fait, on est agnostique par rapport à vraiment le positionnement de la marketplace, puisque la marque va pouvoir elle-même exclure certaines marketplaces. Nous, on va lui offrir tout un réseau de marketplace, donc Vinted en serait partie par exemple. Si voilà, la marque en question n'a pas envie de voir ses produits revendus sur cette marketplace, elle est tout à fait en droit de pouvoir exclure en fait cette marketplace du réseau sur lequel les pièces seront vendues. En revanche, nous ne sommes pas du tout, nous ne préconisons pas du tout cela, puisque un, ça limite le service à leurs clientes, et de deux, ça pousse la cliente potentiellement à revendre séparément en fait sa pièce sur Vinted. On peut pas, on ne peut pas contrôler finalement ce que la cliente ou la cliente va revendre on top. Donc on est beaucoup mieux, on est dans une bien meilleure position si on intègre, on est collaboratif et on intègre en fait toute cette marketplace, mais qu'au moins on ait un sens de visibilité et de contrôle sur comment est-ce que les pièces sont présentées, à quel prix et qu'on a de la visibilité là-dessus, quoi. Très bien. D'autres questions, j'en profite. Alors, comment gérez-vous l'authentification? Effectivement, quand c'est la marque et qu'on a vu en amont qu'il y avait des sujets sur l'authentification de l'usine à l'arrivée du magasin. Parfois, les camions sont tombés, les colis sont tombés du camion il y a des exemples de certaines marques de luxe. Même les vendeurs, ils ont des difficultés à authentifier les produits parce que la contrefaçon est d'une extrêmement bonne qualité aujourd'hui. Je te donne toutes les questions ou one by one? Je vais prendre celle-là et Là? puis on pourra passer à la suivante. Ouais. Comment gérez-vous l'authentification donc? Ouais. Alors, nous on authentifie les pièces qu'à partir du moment où c'est vraiment la conciergerie. Maintenant, si je reviens dans notre modèle de base, l'avantage en fait de ce modèle, comme présenté précédemment, c'est que nous sommes intégrés dans votre écosystème. Donc, ça va nous permettre en fait des cross-checks, c'est-à-dire que à partir du moment où la cliente remet en vente un achat passé, on sait que cette cliente a bien été cliente chez vous et a bien acheté cette pièce-là. Après, évidemment, l'argument serait de dire oui, mais elle pourrait switcher ou voilà, remplacer cette pièce par une autre pièce au moment de l'envoi. Oui, tout à fait. Mais si on veut faire l'avocat du diable, c'est quand même un montage un peu compliqué pour commencer à vendre de la contrefaçon, puisque pourquoi aller à travers ce genre de processus alors que ce serait bien plus simple pour le scammer d'aller revendre en fait ces pièces-là
de façon scalable en volume sur des eBay ou sur toutes les autres marketplaces sans devoir apporter de preuves d'achat et sans devoir en fait acheter la pièce initialement. Parce que pour pouvoir revendre une pièce, il aura fallu acheter la pièce avant. Donc, pour chaque pièce achetée, il n'y a qu'une seule revente. Donc, ce n'est pas du tout scalable et c'est quand même assez compliqué puisqu'on a des steps en plus qu'on n'aurait pas si on revendait ces pièces contrefaites sur d'autres marketplaces et c'est bien plus simple. Maintenant, ceci dit, à partir du moment où il y a un identifiant unique sur la pièce, alors là, c'est bulletproof parce qu'à partir de ce moment-là, on peut vraiment lier le passeport identitaire de la pièce et son identité digitale avec son identifiant physique. Okay. Et donc là, quand la cliente ou la marketplace reçoit la pièce, il peut se passer une vérification de l'identifiant physique par rapport à l'identifiant digital. Donc là, c'est bulletproof évidemment, mais ça reste un challenge pour les marques qui n'ont pas tous forcément cet identifiant physique. Très bien. 2 autres questions ou je te laisse finir comme tu veux? Je termine juste Ouais, sur vas-y. donc juste pour terminer sur la contrefaçon, nous apportons une layer, une couche additionnelle puisque les marketplaces dans notre réseau, la plupart vont vérifier le produit. Donc nous, on va apporter une couche ou une layer additionnelle de crédibilité et de vérification. Maintenant, nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans le business de l'authentification en tant que tel. On l'améliore et on collabore par exemple avec des players comme Ariani sur certaines marques ou avec d'autres partenaires blockchain ou de certification en fonction de ce que la marque préfère utiliser. Et donc, ça peut apporter en fait une solution extrêmement puissante, mais nous le faisons en collaboration avec voilà, des acteurs, par exemple, comme Trustplace. Donc, pour terminer là-dessus, je voudrais juste ajouter pour le VIP, pour le conciergerie, par contre, en revanche, quand on va vraiment chercher les pièces, là, il y a une authentification qui est faite sur les pièces avant qu'elles soient listées sur les marketplaces. Très bien. Alors, une autre question, comment sont fixés les prix de la deuxième main par le client de façon totalement libre, orientée par la marque? En termes de business model, comment Refluent se rémunère? Est-ce la marque ou le vendeur qui paie pour ce service? Donc, comment sont fixés les prix de la seconde main? Alors, le gros avantage, de nouveau, avec notre modèle, c'est que comme nous sommes intégrés et que nous savons en fait quelle pièce le client est en train de mettre en vente, nous savons quand la cliente a acheté cette pièce, nous savons quelle catégorie, quel modèle, quel était le prix initial. Donc, nous avons beaucoup d'informations qui nous permettent en fait d'évaluer en fait la valeur de revente de cette pièce. En plus de ça, comme nous sommes intégrés sur 25 différentes marketplaces, nous sourçons aussi des milliers de data pricing et des pièces seconde main. Donc, nous avons un algorithme de pricing, un module de pricing propriétaire qui nous permet en fait d'offrir une fourchette optimale de revente au client. Il va toujours avoir le choix, donc la cliente va avoir le choix final entre une certaine fourchette, mais on va la guider sur ce pricing optimal puisqu'on veut éviter que soit la pièce soit revendue pour des cacahuètes ou pour que cette pièce soit revendue finalement à des prix qui sont complètement irréalistes et que cette pièce finalement ne soit jamais revendue et donner une seconde vie. Très bien. Sur votre business model, c'est quoi votre modèle de rémunération? Si tu veux en parler, comme tu veux. Tout à fait, tout à fait. Donc, on prend 5% sur chaque revente. Les marketplaces, on va négocier avec chacune des marketplaces une commission préférentielle. Donc, si la marketplace a une commission de 15%,
on va lui demander de baisser sa commission d'au moins 5 points, donc à 10%. Donc, au total, finalement, la commission que la cliente va payer si elle va en direct avec la marketplace ou si elle revend à travers Refluent sera la même ou sera inférieure. Ça, c'est le premier point. Et finalement, c'est l'acheteur qui va payer cette commission puisque au shopper de la marque, donc à la cliente de la marque, on va lui promettre un certain payout. Donc, si la cliente veut revendre, disons, sa pièce à 1 000 €, on va promettre en fait un payout de 1 000 € et sur ces 1 000 €, on va rajouter nos 5%, puis les 10% de la marketplace et des frais logistiques qui va ensuite nous donner un prix d'environ 1 200 €. Mais la cliente a la certitude et n'a pas de surprise sur finalement la valeur qu'elle va recevoir à la fin de cette revente. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je me permets aussi de souligner, c'est que la cliente va recevoir soit ces 1 000 € en cash, mais aura aussi le choix de recevoir en bon d'achat une valeur incrémentale, donc 1 000 € en cash ou par exemple, pour le cas de Balenciaga, 1 200 en bon d'achat. Ce qui est vachement intéressant puisque ça couvre quasi dans l'entièreté les commissions qui sont prélevées par les marketplaces de seconde main et par les coûts transactionnels. Très bien. J'ai une question qui vient d'un retailer fast fashion. Donc, alors, du coup, la question, elle est aussi très intéressante. Pour donc des plus petits prix, on est plus sur le secteur le segment du luxe. Est-ce que le retailer original qui décide des prix en seconde main, en troisième main, en quatrième main, donc on imagine des articles qui sont vendus à 10 €. Alors, est-ce que ça, c'est un cas que vous vous adressez ou pas du tout? Tu en as parlé un peu plus, mais tu en as parlé précédemment, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous préférez rester dans le luxury lifestyle et la fast fashion, c'est un autre métier peut-être? Et donc de comprendre ces questions, si oui, de comprendre ces questions sur leur marge automatique. Voilà. Donc là, dans le cas de la fast fashion, c'est qu'effectivement, de se dire, bah oui, il y a une seconde main, il y a une troisième main, il y a une quatrième main, puisque l'article est porté une fois, puis il est revendu, etc., etc. Il passe d'acheteuse en acheteuse. Mmh. Alors, si on compare finalement des modèles où la marque ou le retailer prélèverait un pourcentage sur chaque vente, parlons de façon hypothétique, cette marque ou ce retailer ne pourrait pas justifier une commission qui est bien plus importante que 5%. Surtout si elle n'est pas dans la partie opérationnelle et que finalement, elle ne fait que faciliter la revente. Euh, Pourquoi? Parce que une question de service, mais aussi une question de compétitivité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la pièce est revendue sur les marketplaces, que les marketplaces doivent en fait investir en marketing pour la partie buyer, payer finalement les frais transactionnels qui sont la gateway, etc., etc. Ça devient compliqué en fait pour les marques ou les retailers d'aller chercher une commission beaucoup plus importante que ça. Donc, si on parlait de ces scénarios-là, on parlerait de plus ou moins 5% par rapport à un modèle ici où finalement tout le but du jeu n'est pas une commission sur chaque vente, mais en fait de convertir non pas l'entièreté, mais bien plus que ça, de la valeur qui est créée. Donc c'est 100% de cette valeur qui est créée, qui est convertie en bon d'achat ou en réachat. Mais en plus de ça, ce qu'on voit, c'est les top-up. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fidélisation de la cliente. Elle va revendre sa pièce une première fois sur le marché secondaire à travers ce service. Elle va choisir d'être payée en bon d'achat pour pouvoir acheter de nouveau chez la marque. Mais en plus de ça, donc elle va dépenser 100% en fait de cette valeur créée. Mais en plus de ça, elle va dépenser finalement ce qu'elle dépense normalement. Donc, en plus du shopping credit, on identifie plus ou moins entre 100 et 200% de cette valeur qui est redépensée chez la cliente. Donc, en fait, quand on compare les deux modèles, on compare un modèle
où la marque pourrait avoir peut-être entre 1 et 5% de chaque vente, par rapport à un modèle où en fait on est en train de créer une valeur, enfin un ROI basé sur la fidélisation, le réachat et donc plutôt 150% ou 200% de chaque transaction. Donc ça permet de mettre en perspective par rapport à la valeur qui est créée et quand on crée en fait les différents modèles pour nos marques et pour nos différents retailers, c'est souvent un point de comparaison qu'on aime souligner. Très bien. Maintenant, pour revenir par rapport à la fast fashion, de nouveau, je pense que évidemment, si on parle de pourcentage sur chaque revente, 5% ou 2% de chaque transaction à 10 dollars, c'est pas très signifiant. En revanche, là où ça devient intéressant, et on travaille avec pas de la fast fashion, mais en tout cas COS, qui fait partie du groupe H&M. Ça permet de nouveau une fidélisation, un repeat, et la raison principale, je pense, pour elle, c'est de créer un sens de communauté et créer en fait des différents touch points pour communiquer avec leurs clientes et pour les ramener de nouveau chez eux en magasin et rester en fait top of mind de façon constante avec leurs clientes. Très bien, c'est clair. Euh, donc pour revenir juste sur les différents services, donc on a le Refund Smart Button, on a le service de conciergerie et le dernier service que je viens de brièvement introduire, c'est les marketplace white label. Donc les marketplace white label, c'est par exemple ce qu'on a créé pour COS. Donc vous pouvez, je vous invite à visiter COS Resell après le petit déjeuner, où on permet en fait aux marques d'avoir leur propre écosystème, d'avoir leur propre marketplace dédié où leur communauté, leurs clients peuvent revendre et acheter. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment de créer un écosystème intégré. C'est-à-dire que COS Resell, pour l'instant, existe de façon déconnectée ou indépendant de COS.com. Mais l'étape suivante sera de connecter en fait les deux pour revenir à ce modèle-ci. Donc, c'est-à-dire que les second-hand network, donc les marketplaces que vous voyez ici, nous pouvons créer une marketplace dédiée à la marque qui va venir en fait soit avant les autres marketplaces, soit être intégrée par rapport au réseau. Et donc, une fois que la cliente voudra revendre sa pièce, eh ben, la pièce sera revendue sur la marketplace dédiée de la marque. Et pour créer suffisamment de sell-through et pour garantir en fait une rapidité de revente, les pièces pourront ensuite, au bout d'un mois par exemple, être vendues sur le reste du réseau. Et donc, on a un modèle en cascade, mais intégré, connecté, qui permet d'avoir une customer journey seamless, smooth et tout à fait intégrée. Super Stéphanie, le temps tourne très, très vite. Ah pardon, je suis désolée. Est-ce qu'on a encore du temps pour une démo ou Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, Oui, 3 minutes pour la démo. oui, pour la démo. Ok, Ouais. super. Donc, Cos Resell, je vous laisserai regarder. Il y a aussi Balenciaga .refund.com qui est le service de conciergerie qui est aussi en ligne, que tout le monde peut aller visiter. Donc, je vais juste présenter en fait le service Resell Smart Button combiné avec le service de conciergerie. Donc ici, vous vous retrouvez en fait dans l'espace client de l'utilisateur, de la cliente et de la marque. Et la cliente peut remettre en vente soit de façon indépendante chacune des pièces ou, comme vous voyez ici, elle peut organiser son pick-up de plus de 15 pièces, donc le service de conciergerie. Donc, quand elle a décidé de remettre en vente une des pièces, elle va avoir un premier pop-up qui lui demande voilà, la condition de cette pièce en question.
Elle va aussi pouvoir schedule son free pick-up, donc qui lui permet en fait d'avoir un service beaucoup plus high touch, qui coûte plus cher en commission, mais évidemment qui est effortless. Pardon. Très bien. Voilà, donc ici, elle va pouvoir choisir les pièces qu'elle remet en vente, choisir son adresse, choisir sa date de pick-up, son horaire, et finalement, le pick-up a été organisé. Voilà. Et la suite en fait de la communication peut se faire soit sur le compte client, soit via email. Voilà, je sais qu'on a peu de temps, donc je vais m'arrêter là. J'avais quelques autres démos, mais je pense que ça sera pour ceux qui voudraient Qui en veulent savoir. poursuivre la conversation, Voilà, exactement. qui t'a motivé. Merci beaucoup, c'était super clair. Alors, j'en profite, je vais lancer un deuxième et un troisième sondage. Donc, alors, on va commencer par Trust